Cette vidéo contient des spoilers des jeux Layton 1, 2 et 3. Bon, je n'ai pas fait le 2 et le 3. Est-ce que c'est si grave? Et oui, Herschel, de son prénom, Herschel Layton. Professeur Herschel Layton. En 2007, Luc Triton, accompagné de son professeur Herschel Layton, un archéologue et chercheur de renom, partent ensemble pour Saint-Mystère, une Il l'a ville dit. recluse d'Angleterre où aurait été caché un trésor par un baron local. Après la mort de ce Augustus Reinhold, il a été révélé qu'une fois trouvée, une pomme d'or donnera accès à l'entièreté de sa fortune. Toujours introuvable après de nombreuses années, c'est la veuve du baron Celui-là, qui je l'ai a fait. convoqué le professeur Layton afin qu'il enquête sur la cachette et la nature de cette pomme d'or. Et malgré les apparences, ce dernier croit que cette histoire de jeu de piste et de conflit d'héritage C'est bien le cache son, là un mystère bien plus grand et bien plus complexe. Tu me dis, hein. Il avait raison. C'est ainsi que commence le premier jeu Professeur Layton sous-nommé L'étrange village développé par Level 5, avec à sa tête Akihiro Ino qui signe aussi l'histoire originale. J'ai fait les deux premiers et vu les lives d'Antoine Daniel de Superso. Ok. Oui, c'est good, parfait. Nickel. J'ai pas vu les lives d'Antoine Daniel. Enfin, j'ai vu 2 extraits viteuf. Et ouais, j'ai fait le premier, du coup, c'était quoi? C'était le village étrange, un truc comme ça, là, avec le truc de la pomme et tout. Et ouais, j'ai pas fait les 2 autres, parce que c'était à une époque où j'avais arrêté de jouer à la DS. Et en vrai, ça me chauffe, hein, mais faut que je trouve la thune, non? Parce que ils sont pas sur Steam, ils sont sur Steam, non? Après, s'ils sont pas sur... Après, en soi, j'ai pas besoin de thune pour ça, mais j'ai marqué Steam dans Steam. C'est chaud. Oui, voilà. Sinon, il y a la technique des chamans, quoi. On n'est pas obligé. C'est free as fuck boy. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça. Mais de toute façon, oui, ils sont pas sur Steam. Mais 2F, non. Ouais, non, c'est ça. Oui, du coup, oui, oui. 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 J'utiliserai la technique des chamans. Mais, enfin, des druides. Mais ouais, il faut que je me motive un jour à les faire. Pas du tout à son coup d'essai en termes de production. Déjà, quasiment tous ses membres sont issus d'un autre studio appelé River Hill Soft, et qu'en 2007, ça fait déjà 10 ans que le studio développe surtout des RPG pour le compte de Sony ou de Square Enix. Dragon Quest 8, par exemple, un des plus réputés de la série, c'est Level 5. Avec ce background très RPG de 150 heures sur PlayStation, il est... Tu vas les stream ou juste comme ça en solo? Bah, du coup, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les faire ou quoi. Mais ouais, ce serait cool que je les stream, quoi. La plupart des jeux que j'aimerais faire, quand même, j'aimerais bien les stream. Après, le problème de ce jeu, c'est les dialogues, quoi. C'est que c'est full dialogue. Donc si je les stream, je pense que ce sera genre 2 heures par-ci par-là, quoi. Parce qu'après, faut faire full les dialogues. Il faudrait que je trouve les Layton pas tant, hein. Ah ouais? Ah, ok. Ah oui, oui, peut-être que je confonds plus avec Phoenix Wright, ouais. C'est quelques dialogues et mostly énigmes. Ok, ok. Bah en vrai, ouais, en vrai, ça, bah, je pense que je les streamerai probablement. Bah surtout si tu veux que je les stream, en vrai, je les streamerai, hein. C'est les Ace Attorney qui sont full dialogue, ouais. Ouais, je sais pas comment il fait Antoine Daniel, hein. Et il faudrait que je trouve faudrait que je trouve des trucs pour avoir des voix un peu cool, quoi. Mais bon, ouais. C'est un peu étrange de voir le studio s'aventurer dans Professeur Layton, un point and click d'une quinzaine d'heures sur une console portable Nintendo, racontant les aventures d'un professeur et de son élève de 10 piges aller résoudre des énigmes et des mystères pour le compte d'une Toutes les 2 secondes, t'as Layton qui interrompt pour dire ça me rappelle une énigme. baronne dans un village certes étrange, mais également plutôt Ouais, banal. en plus, Le 15 premier heures, ça problème va. à résoudre, c'est quand même baisser le pont-levis de Franck et aller trouver le chat de Dahlia. On est vraiment dans un petit bourg du Vexin. En vrai, Antoine Daniel est vraiment le boss pour les voix, c'est une dinguerie. Bah, il a trouvé des bonnes voix, ouais. Il a trouvé des bonnes voix. Et en vrai, je pense que je pourrais trouver des voix un peu cool comme ça. Mais en fait, j'aimerais trop faire moi-même les voix, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est un vrai métier, quoi. Donc, bon. Où ça râle sur le développement urbain à la boulangerie. J'ai clairement pas le temps ou la thune pour faire ça, quoi. Donc, Je parlais à pour Franck, l'instant, là, je vais qui devoir me descend résoudre pour le à Saint-Mystère. Il me disait, utiliser des moi, voix. monsieur, il me faut de la stabilité dans les institutions. Il me faut un câble clair. Il faut pas dire qu'il y a un génocide en Palestine. Ils étaient vraiment à ça de faire un jeu de foot. Surtout qu'au-delà des fameuses énigmes, Layton c'est un jeu Un extrêmement jeu de simple, foot, le mécaniquement bâtard. simple. Un jeu qu'il est facile de commencer, d'arrêter et de relancer à Quel n'importe quel moment. génie. Tout ce jeu au tactile. Les plus grosses demandes techniques consistent à se déplacer sur une carte, faire des cercles et parfois savoir écrire des chiffres. Ce qui est plus compliqué que
que ça en a l'air. Et à chaque fois que vous lancez le jeu, vous avez même le luxe d'un petit résumé d'où vous en êtes dans l'histoire et quels sont vos objectifs. Ce qui est assez étrange quand vous faites le jeu en une seule semaine, mais il faut penser à vos amis TDA. Mais cette intention dans le jeu, elle s'explique par une chose. Je me souviens pas comment ça s'appelle, des récaps. Ah ouais, vous vous rendez compte, ils ont mis 2 écrans, dont un où il ne se passe rien. Nintendo, après les échecs successifs de la 64 et de la GameCube, décide qu'il ferait mieux d'aller baiser votre mère. Et entame une stratégie très reconnaissable à travers la Wii, qui cherche à faire jouer toute la famille et plus seulement les enfants. Parce que les ados à cette époque, ils étaient juste vendus à Microsoft et Sony. Mais avant la Wii, le premier pas dans cette strate de viser un nouveau public casu, c'est un pas à moitié, parce que la DS se veut aussi être héritière de la GBA, une console plus classique. Mais si la DS va continuer à peu près toutes les licences connues à la sauce tactile, ça va aussi être du Nintendogs, English Training, Cooking Mama ou encore programme d'entraînement cérébral Dr Kawashima, quel âge à votre cerveau. Suis-je vraiment mature pour mon âge? C'est d'ailleurs le succès de ce dernier qui va matrixer Akihiro Ino, au point de tester de faire un jeu de petits exercices mentaux sans forcément être persuadé. Ça a matrixé des gens, le professeur Kawashima quand même. Hein. Se foutre de sa gueule. Après la DS c'était trop bien, la DS c'était trop bien. Et la Wii en vrai c'était bien aussi. Mais la Wii c'était pas... Enfin, en soi la DS non plus c'était pas forcément le concept, mais il y avait vraiment des trop bonnes idées sur la DS. Et en plus quand t'avais des potes avec qui jouer c'était insane. Game Boss SP c'est quoi SP? Game Boy SP dans mon cœur pour toujours. Après ouais moi j'ai grandi avec la DS plus qu'avec la Game Boy. J'ai pas eu de Game Boy moi. J'ai pas eu de Game Boy. J'ai eu... C'est l'upgrade de la Advance, ok. Game Boy SP. Ah oui, ça me dit Viteuf un truc, c'est l'upgrade de la Advance, ok. J'avais eu Viteuf quand j'étais gosse, genre c'était quoi? C'est la 64 et la Sega, là, la Mega Drive. Mais je comprenais pas trop ce qui se passait sur mon écran en vrai de vrai. Genre j'avais Zelda Ocarina of Time et genre je badais sur les trucs qui volaient, les trucs qui hurlent là dans la ville quand t'es grand, quand t'es adulte. Les trucs qui te hurlent dessus et qui te sautent dessus, c'était... La première qui avait l'écran rétro éclairé pour jouer la nuit en voiture et pliable au lieu d'être un énorme chunker, quel bonheur. Ok, nice, nice. Bah en fait, ouais, c'est vraiment genre la version juste en dessous de la DS, quoi. La DS apporte... Après, la DS apporte beaucoup de choses, tu vois. Il y a le tactile, il y a le micro, il y a la connexion entre... Bah, quoi que peut-être que la Game Boy, il y avait la connexion entre joueurs. Mais je crois qu'il y avait pas Internet aussi sur la DS. Il y avait le PictoChat pour le PictoChat la nuit, sous les draps avec mes potes et tout. Enfin, quelle masterclass. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Hein. Et en plus, il y avait des jeux de Dingo Deal sur... La GB, fallait les câbles. Ok, d'accord, fallait les câbles. Ouais. Ouais, non, là, c'était en full sans câble. Oh, c'était broken, la DS, c'est grave. La nuit sous les draps avec tes potes. Non, mais en mode, sous les draps parce qu'on se cachait des adultes. Et oui, avec mes potes parce ils étaient pas loin et on pouvait s'entreconnecter avec nos DS, quoi. Perso, c'était la nuit sous les draps avec moi-même jusqu'à 3h du mat et MDR. Oui, aussi. Mais du coup, t'allais pas sur PictoChat ni rien. T'allais sur un vrai jeu et t'allais pas sur des jeux un peu en multi ou quoi. Mais ouais, c'était trop bien. Hein. Et ouais, moi quand j'étais vraiment tout petit, j'avais Mega Drive et Nintendo 64, sauf que c'était des amis à nous qui nous les avaient prêtés. Donc à un moment ils les ont repris. Et moi j'étais trop enfant pour vraiment comprendre. Vraiment, je comprenais rien à ce qui se passait. J'ai un peu des bribes de souvenirs, mais bon, pas plus quoi. Et vraiment, je captais pas. Et après, du coup, plus tard. Bah, j'avais commencé à jouer un peu sur PC et tout. Plus tard, moi, ça a été la PS2. Ça a été la PS2, puis bah, la DS et la Wii. Et la DS et la Wii, bah, même la PS2, c'était grave bien en vrai. C'est grave bien. Bah, après, forcément, je kiffe les jeux vidéo, j'adorais ça quand j'étais gosse, mais c'était une dinguerie. Hein. Première console chez nous, la Sega Saturn. Saturn, what the fuck. Après, on a toujours été des PC Master Race, précise, to be honest. Ben, en soi, moi aussi, c'est juste que j'avais pas de PC. En fait, le problème, c'est que mon père était un PC Master Race. Du coup, il était tout le temps sur le PC. Donc, je pouvais pas aller sur le PC. Et en plus, mes parents, ils étaient pas non plus en mode full jeu vidéo pour les gosses. Donc en fait, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils ont trouvé une PS2 d'occasion. La Wii, je sais plus pourquoi on l'a eu, et la DS. La DS était broken. Enfin, ce genre de truc, quoi. Donc voilà. Same, au début, on devait share le PC à 3 enfants, plus le daron, horrible. Bah voilà. Moi, j'avais de la chance que ma petite sœur, elle était pas, enfin, elle était pas trop dans le truc du PC. Elle est plus devenue, c'était plus une personne pour les consoles, quoi. Donc elle a pris la phase sur la Wii et tout. Mais ouais, du coup, partager avec ton daron,
Genre, et toi, du coup, avec tes deux autres frangins, bah, tu te fais baiser, quoi, en fait. Donc, en fait, la console, c'est. Surtout la DS, ce qui est bien, c'est que t'en as une. Enfin, tu peux potentiellement en avoir une par personne, tu vois. Après, on est d'accord, il faut les thunes et tout. Je suis archi d'accord. Mais si t'as les thunes, bah, une par personne et c'est Gucci, quoi. C'est Gucci. Et d'ailleurs, il y en avait même une pour ma daronne de DS. Parce qu'elle avait pris la phase sur Kawashima et, euh, et mostly Kawashima, je crois. Je sais plus si elle jouait à autre chose. MDR, ah oui, bah, ouais, ouais. Alors que la PS2, c'était vraiment juste pour ma petite sœur et moi. Euh, la Wii, c'était quand même majoritairement pour ma petite sœur et moi. Je crois pas que les parents y jouaient de fou. Ce genre de truc, quoi. Mais ouais, la DS, ça a bien marché, ouais. Dans la DS, Sur ma Level mère. 5 accepte de faire un jeu plutôt destiné à être joué par tous, d'où la simplicité formelle, mais quand même surtout pour les enfants, d'où l'aspect D'ailleurs, volontairement ma éducatif. daronne, elle a fait le premier Layton. Alors, enfin, elle a passé un bon moment, mais genre pas suffisant pour penser aux deux autres, quoi. Pour se dire, je vais aller sur les deux autres. Elle était en mode. En même temps, je pense pas que ce soit la cible parfaite, ma mère. Je pense que c'est plus un truc. Soit t'as la nostalgie, soit c'est vraiment ton bail, soit t'es un gosse, quoi. Putain, je me souviens encore de l'arc Nintendogs et Wii Sport, on n'a jamais été si proche de la paix dans le monde à part Pokémon Go. Ah, c'est vrai que Pokémon Go, ça a été vraiment la vague de la paix, hein. Je suis un peu d'accord. Mais Nintendogs et Wii Sport, ouais, je voyais pas ça comme ça, mais peut-être en vrai. Peut-être. Bah, aujourd'hui, il y a pas mal, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui critiquent Nintendogs. Mais moi, j'aimais bien Nintendogs en vrai. Même Wii Sport, c'était grave cool. C'était mieux Resort, je trouve. Il y avait des trucs plus intéressants. Il y avait le sabre, il y avait l'avion et tout. C'était plus cool, je trouve, Resort. Mais. Enfin, je crois que ça s'appelait Resort, Wii Sport Resort. Mais ouais, c'était grave sympa. Bah, moi, surtout, j'avais Twilight Princess sur la Wii. Aïe aïe aïe, Twilight Princess. Quel plaisir. Mais c'était surtout sur la DS que je jouais, perso. Bah, surtout qu'on avait. À l'époque, on avait la R4 là. C'était comment, une cartouche de DS, mais genre trafiquée, dans lequel tu peux mettre une carte SD et tu pouvais télécharger des jeux parfaitement légalement et les mettre sur ta carte SD. Et ensuite, ta R4 dans la DS et t'avais tous les jeux du monde. C'était. Le truc, c'est qu'à l'époque, ça a grave fait consensus à un moment où les gens chiaient allègrement sur le gaming. Ok. D'un seul coup, ça devenait un truc social et familial. Ouais, bah ça, c'est la Wii qui a vu ça, ouais. De fou, de fou. Du coup, c'était huge comme transition, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que il y a moyen que la Wii ait beaucoup, et la DS aussi, je pense, ait beaucoup participé à l'amélioration de l'image des geeks, quoi, globalement. Genre, ça se serait fait naturellement, mais ça aurait peut-être été moins vite. Et maintenant, c'est le marché mobile. De vacances. Passionné de puzzles depuis son plus jeune âge, il décide avec l'aide de Akira Tago, un mec en gros qui invente des puzzles, voilà c'est son rôle, de faire un jeu d'énigmes pour faire travailler les maths à votre enfant, mais avec un petit scénario pour habiller tout ça quoi. Donc c'est un peu Adibou, sauf qu'il y a aussi des morts. Après, j'ai pas joué à Adibou depuis un moment. Sauf que ce que j'ai dit, c'est un peu la vie que j'aurais eue juste en ayant vu la jaquette. Nous, on avait le Action Replay pour cheat sur Game Boy. Le truc était énorme. Pour cheat? Ah, ok, ok, vous aviez des cheats. Ah oui, bah nous, on avait des cheats sur la R4. C'est vrai que je les utilisais pas beaucoup, hein. Mais surtout qu'on avait tous les jeux gratos, quoi. Ça, c'était. Layton, c'est un jeu d'énigmes pour enfants, ça c'est sûr. C'est vraiment un jeu qui veut être vu par votre daronne en mode oui, je suis un jeu vidéo, mais je suis aussi basé sur des jeux d'énigmes. Je vais rendre votre enfant intelligent, je vous assure. Je ne suis pas Call of Duty, voilà. Cependant, voici comment Dr Kawashima, petit En vrai, spoiler, il n'y a jamais de mort dans les tonnes, tous les persos sans carton ou des robots, oui. Très réel. Très réel. jeu de casse-tête pour petits et grands se présente. Après, c'est des robots quand même hyper perfectionnés, qui ont l'air d'être des vrais humains. Et du coup, bon, bah. Même si c'est des robots, le fait qu'ils meurent, c'est quand même. Puis ça peut permettre aussi peut-être à des gosses d'appréhender la mort plus facilement, sans les mettre devant des images absolument horribles, quoi. Et voici comment Layton, petit jeu d'énigmes casse-tête pour petits et grands, se présente. Démo
de son créateur, Layton est tout autant un jeu cahier de vacances qu'un jeu narratif. Oh, les Si souvent musiques. rattaché au point and click, les jeux ont quand même pas mal Les une musiques, saveur elles sont visual si novel. bien. La direction artistique, la musique, le sound design et évidemment le scénario font partie de ce qu'essaie de transmettre Layton. Et en prenant ça un peu plus au sérieux que lol les énigmes, haha chapeau pédo, il est assez vite assez certain que dans Layton, le village est aussi... Franchement, la vibe Layton était immaculate, la musique, etc. Imo, le plus gros défaut, c'est les endings qui sont toujours astro-capillotractés. C'est vrai que les endings, oui, c'est vrai que les endings sont vraiment, c'est une dinguerie, hein. Je suis d'accord. Les musiques sont insane. Enfin, les musiques, la musique un peu de base des puzzles là. Je crois qu'elle s'appelle justement Puzzles ou un truc comme ça en OST. Elle est incroyable. Puzzle OST. Non, Puzzle Layton plutôt. Oui, si, le Layton OST, je suis con. Je crois que c'est ça. Ah non, elle peut. Bah, c'est elle, c'est Puzzles. Oh, celle-là, elle est matrixante. Elle est matrixante, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi mon navigateur, il est... Qu'est-ce qu'elle est bien la musique. Pourquoi mon navigateur, il prend pas tout l'espace? Après, elle fait péter un plomb quand t'es stuck 2 heures sur une énigme, quoi. C'est vrai. Ça, c'est réel, par contre. C'est très réel. Si je fais ça... Et que je refais ça... Ah, il veut pas me l'adapter direct? Ah oui, c'est vrai que c'est un... Ah non, c'est vrai que c'est un enfer de faire cette merde. Ok, je suis arrivé à un truc un peu mieux. Mais après, peut-être que du coup, on voit pas quand la vidéo est grande ici. Ah ouais, en fait, on voit pas le... On voit pas sur le teco. C'est ça qui est chiant. Ouais, bon. NP. Ta capture est bizarre. Ouais, la capture est bizarre quand je suis pas en plein écran, en fait. Quand je suis en plein écran, ça marche bien, là. Mais en fait, peut-être que quand je sors du plein écran, il faudrait que je remette comme ça. Et encore, apparemment, je peux améliorer en haut. Pauvre qu'en haut, c'est... Si je fais ça, hop, transformer, centrer à l'écran. Mais non, mais... En fait, il fait foirer quoi qu'il arrive. Si je fais ça... Ok, c'est bon. Donc c'est mieux là, ouais. Mais du coup, il faut que je pense à changer à changer ça à chaque fois. Quelle musique. Si étrange que les résidents sont Evil. Si le jeu est plutôt charmant et calme et relaxant et même par moments vraiment pas sérieux du tout, je le rappelle le pont de Frank et puis le chat de Dahlia, il reste que le jeu... Après, Layton, un bon jeu japonais qui flame les gros et méprise les femmes. Ah! Laura à l'Hotel Forever dans nos cœurs. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, je me souviens plus, mais oui, bon, oui. Ah, Sage en vrai, Sage. C'est pareil sur le 2 et le 3 aussi? Ou ça s'améliore un peu? Mais ouais, bon. Évidemment! Je n'hésite pas non plus à taper dans des ambiances de romans détectives évidemment, mais aussi de thrillers ou alors même d'épouvante. Une tour gigantesque qui domine tout le village, la fille du baron disparu, la sosie parfaite de l'ancienne femme de ce dernier, tout cela est bien étrange et le jeu commence C'est overall pareil jusqu'à préquel, je dirais. Ok. vraiment quand le problème à résoudre n'est plus un chat perdu, mais un bouc bien décédé sans que personne ne sache comment. Alors on a toujours nos petites énigmes, mais maintenant on recherche le suspect d'un meurtre dans un village dont on ne peut... Où tu commences à avoir Amy, l'assistante de Layton, qui est un peu une girl boss. Ah, nice, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, bah oui, en même temps, ils ont un peu intérêt à se rattraper. Hein. Et qui fait des actions de manière un peu autonome. Ok, nice. plus sortir car le pont-levis de Frank a soudainement été bloqué. Frank, tu commences à nous casser les couilles. Layton, c'est un petit jeu d'énigmes bien facétieux, mais avec ses musiques, ses designs, ses décors, cette ambiance. Ça, en plus, j'aime... C'est vrai que, en fait, la vibe Layton, elle est quand même bizarre. Elle est mi-badante, comment dire, mi-cool en fait, je sais pas comment dire. En fait, il y a ce truc de mystère où c'est un peu bizarre, où c'est vrai que en tout cas, moi je me souviens du village, c'était un peu en mode what, le village est vraiment chelou et tout. En plus, t'as cette ambiance bizarre entre les villageois et tout. Et tu sens qu'il y a un truc qui... Mais tu sais pas quoi du coup. Et du coup, ça rend cette ambiance un peu bizarre. C'est un mood, hein, c'est un mood en vrai, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est... Après, la catchphrase de Luke et Amy, c'est je suis là, le digne assistant du professeur. Pour toujours dans l'ombre du boss.
C'est toujours un peu creepy, mais justement, le reveal final est souvent très décevant par rapport à l'ambiance mystérieuse qui est setup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. N-Sex de Mario et ses wahoo et yippee, et été un petit peu surpris quand le jeu vous sert ça. Oui, bon voilà, salut à tous, c'est Arcade qui vous parle et je pense qu'on sous-estime un peu Layton. J'ai moi-même fait des vidéos sur Layton il y a longtemps et elles ont un peu le point de vue classique de Surface sur la licence. N'allez pas les regarder également pour plein de raisons. Layton, il est iconic, il est légendaire. Et s'il l'est, c'est quand même beaucoup parce que ça me rappelle une énigme, haha pédophile. Mais pour pas mal de gens, notamment ceux qui y ont joué à l'époque, bah ça va un petit peu au-delà. Bon, Layton, comme pas mal d'histoires de mystère, est traversé du motif de l'illusion, du faux semblant, du brouhaha qui cache des solutions simples et pourtant équivoques. Il est connu que tous les Layton ont en fait le même twist, la même solution. Le décor que l'on traverse depuis le début du jeu est faux, n'existe pas, n'est qu'une illusion. Ce qui est drôle, c'est que l'essentiel d'un jeu Layton vous prépare à cette idée à travers ces énigmes. Énormément d'énigmes, et en fait la plupart des bonnes énigmes reposent sur le fait que la réponse se trouve dans l'énoncé, que cet énoncé vous ment un petit peu ou essaie de dissimuler quelque chose. La solution n'est pas de réussir à faire le plus haut score, mais bien de réaliser que les dés sont pipés. Et c'est cette idée qui se retrouve dans le scénario du jeu, et même au-delà. Le jeu s'appelle Professeur Layton, mais c'est bien Luke le héros, et l'étrange village Ok. Le décor est en carton. n'est même pas un vrai village. Bon, Layton, c'est quand même un traquenard à Mais non, depuis le début, c'était du carton. Qu'est-ce qu'il a dit? Layton, mais c'est bien Luke le héros, et l'étrange village n'est même pas un vrai village. Bon, Layton, c'est quand même un traquenard à gosse. Le jeu, pas le personnage. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Tout éducatif et goofy qu'il se présente, Layton, c'est Pourquoi quand ils même font ces blagues en mode Layton, il est pédo? Genre, il y a des bails, dans le jeu ou quoi? J'ai pas vu. à peu près tout ce que ça peut pour essayer de parler aux gosses de thèmes sombres et complexes. Alors je veux pas présenter Layton comme ses œuvres qui auraient un second niveau de lecture beaucoup plus adulte et complexe. En fait, Layton est dans le coma depuis le début. Justement, ce sont des jeux intéressants à analyser en tant que discours pour gosses. Entre 8 et 13 piges avec sa DS Je sais pas, ça doit être le lore parce qu'il se traîne des enfants H24, ok. Lite avec une couleur moche et un stylet tout défoncé. Le premier jeu, même si charmant et possédant déjà ce qui fera la renom de la série, est aussi assez imparfait et n'a pas toujours le meilleur rythme ou les meilleurs personnages. L'antagoniste principal, qui s'appelle Don Paolo, a un gros syndrome de méchant du dimanche, ce qui fait qu'il est très difficile de prendre quelconque scène avec sa présence au sérieux. D'ailleurs, les suites ne l'utiliseront plus que dans un ressort comique. Je veux dire, il ressemble à ça, quoi. Alors je sais que le jeu est si C'est en mode Don Paolo MDR. Je crois qu'il est pas dans le 1 si, ou alors il est très viteuf. Je me souviens plus de Don Paolo. Mais il ressemble beaucoup à. Ouais, il ressemble beaucoup à Dr. Eggman. Il est si goofy. Ok. Si, c'est le méchant du 1. Ok, bah je me souviens plus du tout de lui. Ouais, il fait penser à Eggman ou à. Putain, je pensais à quelqu'un d'autre. Ah, je l'aurais plus. Mais oui, à ce genre de méchant un peu. Pas, enfin, oui, si, useless. Très Dr. Robotnik, c'est ça, ouais. Ou le méchant. Y a pas un méchant dans voilà donc dans l'inspecteur Gadget qui est semblable aussi, peut-être que je confonds. Et du 2 aussi en partie d'ailleurs. Ok. et que tout le monde a un peu une morphologie de pâte à modeler, mais j'avoue que là je trouve qu'on passe un peu de Claude Ponty au MDR, je crois que je vois, oui, ok, donc c'est peut-être Inspecteur Gadget. petit Spirou. Même Luke est dans le premier jeu un peu anecdotique. Pourtant, si Layton a la phase des jeux, Luke est, et ce depuis le début, le cœur émotionnel et thématique de la licence. Il est le self-insert du joueur enfant, qui voit en Layton quelqu'un qui l'emmène dans des aventures bien mystérieuses, mais qui est surtout un modèle dont il apprend. Un professeur gentleman avec toutes les valeurs qui y sont associées dans le jeu. Donc poli, patient, compréhensif, intelligent, homme d'action, bref, en fait un modèle assez classique. Grossophobe, misogyne. Bon, bref. Juste particulièrement gentil et réfléchi, puisque par exemple la violence n'est jamais une valeur que met en valeur le professeur Layton. C'est un Phoenix Wright sans les défauts selon Ino lui-même, ce qui est effectivement ce qu'on aspire tous à être. Même si peut-être je remets en question le fait que la coiffure semble faire partie des défauts, je comprends pas trop. Layton est écrit comme un Sherlock Holmes qui a toujours la réponse à tout, qui a toujours un train d'avance, et le jeu fait presque tout pour l'iconiser. Ses fameuses phrases, ses poses martiales le minou à partir du deuxième, son thème musical, tout ça ne fait que entériner son rôle de figure parfaite vers laquelle Luke est. Après, c'est pas Layton qui est grossophobe et misogyne, c'est bien le jeu lui-même. Ok. C'est pas au travers. Enfin, la misogynie, la grossophobie vient bien au travers de Layton. Elle vient au travers de globalement dans le jeu, quoi. Tendre à tout prix. Surtout que le premier jeu parle assez directement d'héritage, de transmission qu'on laisse à son enfant, ou plus généralement à la génération qui suit. Après plusieurs péripéties, incluant notamment ce mec, je n'arrive toujours pas à y croire, c'est dans la discrète énorme tour qui surplombe toute la ville que la réponse au mystère se trouve. C'est là que nos héros découvrent que le baron Reinhardt, après la mort de sa femme et sachant la sienne arriver, a chargé un technicien de construire une flopée d'automates afin de peupler un village entier pour que malgré sa disparition, sa fille Flora puisse être accompagnée et protégée. Tous ces villages et ces énigmes ne sont en fait qu'un moyen de tester si quelqu'un a assez de capacité pour prendre le relais, pour accompagner Flora dans la suite de sa vie. Poétiquement, la pomme d'or était en fait une marque de naissance de Flora qui Je me souviens de ça, apparaît ouais. quand elle rit. La fortune du baron, c'est en fait sa fille qui rit. Et la personne en qui il a confiance pour l'accompagner,
c'est la personne capable de la faire rire. En quittant le village, Flora a le choix entre prendre la fortune de son père auquel elle seule a accès, ce qui désactivera les automates, ou laisser le village autosuffisant. Elle choisit la dernière option, laissant alors intacte la dernière preuve d'amour de son père pour elle. Flora doit quitter le lieu réconfortant de son enfance, mais décide quand même de le préserver, de le garder en vie. Elle quitte un lieu mais refuse de le détruire, comme l'amour de son père toujours ressenti même dans la mort, comme le soin et l'affection bien réels d'automates pourtant fabriqués. Il est fort possible que vous ayez déjà trouvé des C'est problèmes beau, de hein. cohérence avec ce twist, tellement il flirte avec le fantastique. Mais à mes yeux, ce rapport flou de Layton à sa propre logique ou même à sa cohérence interne, même si évidemment il y a aussi une part de facilité d'écriture, je trouve que ça sert aussi à souligner ce que veut faire Level 5. La leçon qu'apprend Luke à la fin de l'histoire, c'est que certains mystères, parce qu'ils ont dans leur chair quelque chose qui va au-delà de la logique, comme un village d'automates fait pour accompagner son enfant, doivent parfois être laissés comme tels. Bref, Layton, c'est un jeu de vibe et d'apprentissage. Ok. Et peut-être que vous vous dites, t'es quand même bien en train de justifier des facilités scénaristiques. Oui, mais c'est ma vidéo. Si les énigmes, le mystère sont là pour être Non, résolus, mais alors, je suis pas sûr de voir où il va, mais je capte un peu ce qu'il veut dire, ouais. en suivant Layton et son exemple, les messages émotionnels, les leçons à tirer de tout cela sont toujours adressés à Luke. Et ce postulat, les deux opus suivants ne vont faire que le pousser plus loin. Donc, vous affirmez que les gens ont peur d'ouvrir le coffret parce qu'ils s'imaginent que quiconque ose l'ouvrir est condamné. Une genre de boîte de Pandore, Voilà quoi. une histoire fascinante. Le motif. On dirait un méchant dans Zelda. C'est la suspension of disbelief relative au jeu. C'est-à-dire. Parce qu'en gros, il dit. En gros, il dit qu'il y a certaines facilités scénaristiques qui en fait n'en seraient pas vraiment et qui seraient là pour souligner le fait que certaines choses sont plus ou moins vont au-delà de ce on peut imaginer, mais qu'elles doivent quand même rester de cette manière, quoi. Si je comprends bien. Alors, du coup, peut-être que j'ai raté un truc dans l'analyse, mais du coup, le rapport avec la suspension of disbelief. Quand tu joues au jeu, tu acceptes que la résolution va être tirée par les cheveux parce que c'est la base du jeu. Ah oui, mais c'est une fois que tu le sais, du coup. Que tu l'as. Enfin, et en plus, il faut l'analyser parce que si tu l'analyses pas, bon après quand t'es gosse, en vrai, tu t'en bats les couilles, je pense. Mais quand t'es adulte, si tu n'analyses pas, tu vas te dire, tu vas te dire ça, tu vas te dire c'est tiré par les cheveux, je m'en bats les couilles et tu vas te casser, quoi. Qui orne le coffret semble avoir un rapport avec votre famille. Pourriez-vous nous en dire? Tous les jeux sont basés sur la notion que des mecs peuvent recréer des robots hyper réalistes, des villes en carton hyper réalistes. Ouais, ok. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il disait par c'est tout le temps le même twist en fait. Ça veut dire qu'à la fin, en gros, t'as tout le temps ce truc de un truc qui était dissimulé depuis le début mais était devant tes yeux. C'était un faux truc, mais en fait, c'est un truc qu'il reste là parce qu'il apporte quelque chose, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors, rappelle que Don Paolo se déguise en Flora sans que ça dérange personne dans le jeu en termes de différence de corpulence, etc. Ah, what the fuck. Plus à ce sujet. C'est les trucs de Scooby-Doo, ça. Je sais pas si t'as vu Mission Impossible avec les masques. Bon bah là c'est la même. Ah oui. Ah putain, j'avais pas fait le rapprochement qu'ils avaient pas du tout la même corpulence. C'est réel. Oui voilà. C'est réel. C'est réel. Oui moi ça me fait plus penser à Scooby-Doo, mais c'est vrai que Mission Impossible avec les masques c'est la même chose en fait. C'est legit exactement la même chose que Scooby-Doo. En même temps c'est un truc qui marche bien sur les enfants. Et même les adultes, il y a des adultes qui font Scooby-Doo, donc en vrai... Ce coffret appartenait bien à ma famille. Mais Mais à partir du moment où tu regardes Scooby-Doo, t'es en mode ouais bon dans ce monde c'est normal aux elfes. C'est ça en fait. C'est ça, tu te dis oui. Apparemment dans le monde ça existe, dans leur monde ça existe et pourquoi pas tu vois. Et je pense que quand t'es enfant tu es aux elfes de l'incohérence, bah ouais tu te poses même pas la question. À la limite en tant qu'adulte tu peux te poser la question et te dire oui bon, dans leur univers peut-être que enfin ça fait sens. Ou te dire en fait on s'en bat les couilles, c'est pas très grave. Mais quand t'es gosse, enfin, genre vraiment tu acceptes tout ce qu'il y a quoi. je m'en suis séparé il y a des années. De plus, cet emblème dont vous parliez est un peu trop fantasque à mon goût. Pour ma part, je le trouve tout à fait remarquable. Ah, vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous en vouloir. En Ah, 2007, vraiment? Seulement 10 mois après l'étrange village, la boîte de Pandore amène Layton et Luke sur les traces du coffre maudit, un artefact qui tue tous ceux qui l'ouvrent et qui a été volé au Dr Schrader, maître et ami du professeur Layton. Cette recherche va les mener jusqu'à un train nommé Molentari Express qui les déposera avec toute une flopée de personnages à la ville de Folsense, la supposée origine du coffre. Mais arrivé à celle-ci, l'aspect fantastique de Layton va devenir beaucoup plus assumé. Quant au troisième épisode, Le Destin perdu, après qu'un accident lors de la démonstration d'une machine à explorer le temps ait fait disparaître le premier ministre d'Angleterre, rien que ça, une lettre de Luke du futur amène Layton et Luke à voyager dans l'avenir, dans une Londres dystopique dirigée par le
Pareil, la vibe du train façon Orient Express était insane. Oh, stylé, stylé. Donc du professeur Layton. Faudra vraiment que je me les fasse, hein. Doivent donc l'arrêter, découvrir c'est quoi tout ce bordel, pourquoi et comment une machine à traverser le temps existe, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là, où le concepteur de la machine Dimitri est, où est le Premier ministre et une autre chose. Tout ça accompagné par Luc du futur, dont le feat fait bien partie de l'apocalypse. C'est donc toi. C'est le futur moi? Je suis très heureux de vous voir, professeur. Mais en fait, je devrais plutôt dire très heureux de vous revoir. C'est bien moi, Luc Triton. Si les deux jeux font un peu plus d'efforts pour contextualiser les énigmes dans le jeu, Après, dans le premier, elle l'était aussi, hein. Ah, Phoenix, si le juge faisait n'importe quoi, c'était bien pour tester si tu pouvais être vraiment avocat. Ah, Jinx, la mort de Vander n'était seulement qu'une préparation pour la mort de ce Nexus. Jamais joué à ce jeu de con. comme on l'a dit, Level 5 Ah, c'est un gamin. C'est un gamin. Mais il a raison pour Phoenix Wright, hein. C'est vrai que des fois, le juge est archi con et ça fait aucun sens qu'il soit si bête. Et pas que le juge, d'ailleurs, beaucoup de personnages, mais le juge en particulier, parce que c'est le juge, quoi. Et des fois, il est juste stupide, c'est très grave. fantastique et emmener les gosses dans des lieux un peu plus impossibles, où les explications finales seront toujours un peu plus tirées par les cheveux. Ce qui a sûrement valu la réputation de la licence, surtout le 3 qui est assez loin la plus dure à avaler. Cependant, comme on l'a évoqué avant, prendre Layton comme des jeux qui ne veulent que montrer de la logique Même t'as certaines enquêtes filler qui sont vraiment explosées narrativement, mais oui, tu acceptes. Quel et donc merdier. le juger à partir de ça, c'est aussi passer à côté de ce que le jeu transmet. La logique dans Layton a un sens. Elle est le symbole du professeur Layton, de son intelligence et de sa philosophie. Un gentleman ne retire jamais son chapeau. La logique, plus qu'un outil pour créer des twists, joue un rôle narratif et thématique dans les Layton. Et Mais ainsi, t'es fait que ça coupe de con. ne retire jamais son chapeau. T'es pas. Les persos sont hyper caricaturaux, le juge est astro con, y a aucun problème, les mecs changent les rapports d'autopsie en plein procès, etc., etc. C'est une dinguerie. Et toi, t'es en train de... En plus, t'es en train de rager parce que tu viens de trouver la preuve après 10 minutes d'acharnement, mais même pas 10 minutes, beaucoup plus. Et genre, tu viens de trouver la preuve qui marchait, genre tu la donnes, et là, il est en mode... Oui, bon, veuillez changer votre rapport d'autopsie maintenant. Gros, je viens de déterminer qu'il était le meurtrier, maintenant c'est bon. Mais non, mais c'est Don Paolo, MDR, c'est pour ça la coupe. Ah, d'accord, des barres. C'est Don Paolo déguisé en Layton du futur. Ah, La logique, plus qu'un outil pour créer des Ok. twists, joue un rôle narratif et thématique Incroyable. dans les Layton. Et ainsi, ce qui est logique et ce qui ne l'est pas ont tous les deux un sens. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va? Sophia est morte. Non, c'est impossible. Ce ne sont que des mensonges. La structure visible des Layton s'installe avec les suites. Layton va toujours dans un nouveau lieu à cause d'une lettre qu'il a reçue, dont il va investiguer les mystères jusqu'à trouver que la clé et toute la réponse reposent généralement sur le destin tragique d'un ou deux personnages qui les a menés à créer un faux décor dans lequel on évolue depuis le début du jeu. Le village de Saint-Mystère peuplé de robots est ici une ville bloquée dans le passé et la nostalgie à cause d'un gaz hallucinogène, et là un complexe paramilitaire et laboratoire de recherche maquillé en capitale du futur. C'est Pour le coup, le 3, qui est adulé par les fans, est un des plus n'importe quoi en termes d'histoire, je trouve. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça allait un plus ou moins crescendo et que le 3, c'était celui où la fin était le moins passée auprès des gens, quoi. Si on pouvait faire pire que la ville en carton peuplée de villageois robotiques. parce que les gens croyaient que le coffre maudit les tuait, qu'il les tuait vraiment, et le destin perdu n'a rien à voir avec le futur, mais tout à voir avec le passé. C'est dans la remise en question de l'énoncé que se cache la réponse. Le 2 et le 3 assument plus franchement de parler de tragique. Les trois jeux s'attellent à montrer trois différentes façons de gérer un deuil. Le tragique, l'irréparable, l'irréversible, la finitude. Un père qui doit quitter sa fille, un amoureux qui perd sa moitié, un enfant qui perd tout ce qu'il avait. C'est bien par ses antagonistes, ou en tout cas par les personnages dont sont issues les illusions, que les jeux filent leur thématique principale. Dans le premier, le baron Reinhardt montre comment même dans la mort, son amour pour sa fille peut toujours rester palpable, voire la marquer physiquement. En laissant le village en vie à la fin du jeu, l'existence du baron est alors préservée. Dans le 2, la ville de Folsen est en fait un désert depuis bien longtemps, mais vit encore grâce à un gaz hallucinogène qui rend réel ce que l'on croit l'être. Quelques photos d'époque de la gare et une bonne bouffée a suffi à Layton, Flora et Luke pour voir une ville en stase. Et le prince Vladimir, dernier habitant du lieu, s'imagine éternel, caché dans son château, attendant encore le retour de l'amour qui l'a abandonné, incapable de savoir que celle-ci est morte depuis longtemps et devait partir pour sa sécurité et la vie de leur enfant. Dans le 3, Clive perd ses deux parents dans une expérience sur une machine Vladimir, à j'ai la voyager dans le ref. temps, obsédé par D'ailleurs, ce qui m'a re-hype pour Layton et qui m'a fait découvrir Phoenix Wright, c'est le crossover dont l'histoire et les persos sont insane. J'espérais vraiment une résolution un peu smart, malheureusement la fin est à la hauteur des Layton habituels. Ah merde. Putain, dommage. Mais du coup, le jeu est insane, Phoenix Wright X Layton. À part la fin du coup.
En vrai, c'est grave cool. Faudra que je me le fasse. Hein. Mais sinon, c'est un banger. Faudra que je me le fasse aussi. Mais même les Phoenix Wright. En fait, les Phoenix Wright, moi, où j'ai été déçu, c'est que le premier, il me semble que c'est le premier, a les meilleures musiques. Et qu'ensuite, ils ont décidé de changer les musiques. Et que je trouve qu'elles sont moins bien. Et en plus, ça devient vraiment bien plus difficile. Et genre, au bout d'un moment, genre, enfin, après, j'étais gosse à l'époque, donc peut-être que maintenant ce serait plus simple. Mais il y avait vraiment, je me souviens, il y avait des trucs où vraiment j'étais en mode, je ne comprends pas où c'est possible d'aller en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a des meilleurs des deux jeux ensemble. Oh, ok. Sauf la fin de Layton, du coup. Ah ouais, perso, je trouve que beaucoup de musique se répète. Ben, tu prends Phoenix Wright, du coup, le tout premier. Donc celui avec Phoenix. Celui où il y a comment ça s'appelle sa prof là, merde, putain, je sais pas écrire. Hein. Sa prof qui meurt et la sœur de sa prof qui devient son assistante. Donc ça, bah il y a la musique plus ou moins que tout le monde connaît d'objection là, c'est Cornered, je crois qu'elle s'appelle. Cornered. OST et ce tourné, oui, pardon. C'est vrai que ça s'appelle pas Phoenix Wright, mais donc il y a ça là, qui est incroyable. Quelle masterclass. Et après, en fait, suivant les Ace Attorney, du coup, t'en as. En fait, bah voilà. C'est pas du tout la même, tu vois. Et je trouve qu'elle est moins bien overall. Il y a Corner dans tous les jeux. Il y a Corner dans tous les jeux, mais elle change, tu vois. Enfin, il y a une musique qui s'appelle Corner dans tous les jeux, mais à moins que tu veuilles dire qu'il y ait ça là dans tous les jeux. Mais il me semblait que. Il y a des nouveaux thèmes dans les jeux en fonction des persos. Ouais, mais des thèmes par perso, ça me dérange pas, tu vois. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils avaient enlevé cette masterclass. Genre, quand tu trouvais un truc insane, tu vois, tu trouvais le truc, et que là, tu avais Phoenix qui commençait à vraiment attaquer le coupable, tu vois, et que là, tu avais cette musique qui partait, c'était incroyable. Et le fait que c'était plus la même musique dans les autres, j'étais vraiment déçu en fait. Quand je regarde le let's play d'Anton Daniel, des fois je suis choc-barre des indices et des conclusions qu'il faut tirer MDR. Oui, des fois c'est. Mais après, pareil, je trouve que la progression est bien foutue. Du coup, tu apprends à penser comme le jeu et fais des hypothèses grâce à ton expérience du jeu. Ouais, bah c'est peut-être ça. Peut-être si tu commences bien par le premier et que tu les suis. Il y a vraiment le même corner dans tous les jeux. Ah bon? Parce que là, tu vois, ça c'est un corner, hein? Tu vois? Cornered. Et c'est celui de Justice for All et il est pas du tout pareil. Et je crois que t'en as d'autres, hein. Si tu mets, par exemple, si tu mets All Cornered version, je pense que tu peux. Tu vois, All Pursuit Sims. Après, du coup, t'as peut-être Cornered. Mais normalement. Normalement, ça change, ouais. Bon, ça, c'est celle de base, c'est celle du premier. Ok, ça, c'est Trials and Tribulation, donc c'en est un autre qui est le même. Ok, celui-là, c'est la même chose, mais en cover. Ah! Ah, c'est la même, ouais. Ah! Ok, pourquoi pas. Ah ouais, finalement, t'as raison. Hein. Mais pourtant, j'étais sûr d'avoir vu que c'était à chaque fois des différents. Oui, non, mais ça, c'est au cinéma, on s'en branle. Ou alors... Ah, ou alors c'est ceux où le perso change en fait. En fait, il y en a où le perso change. Voilà, lui. Et lui, je crois qu'il a pas le même. Si? Ça devient une espèce de running gag et Corner revient vraiment que dans les moments hyper clutch de résolution finale. Bah ouais, c'est les meilleurs moments. Et vraiment, le meilleur jeu, c'est Trials and Tribulations, une dinguerie, la masterclass de l'overarching enquête. Je crois que c'est pas celui que j'ai fait. Moi, je crois que j'ai fait le premier, il me semble. Non, et Swear d'ailleurs, Anton Daniel est très porté sur le son et la musique, et il la colle every time. Ah mais là c'est plus Phoenix Wright, c'est Apollo Justice. D'accord, en fait c'est parce que je pensais qu'il y avait... Ok d'accord, je pensais pas qu'il y avait autant de jeux Ace Attorney, enfin Phoenix Wright. Je pensais qu'en fait il y avait 2-3 Phoenix Wright et qu'ensuite les Ace Attorney ils allaient sur d'autres persos, genre... Ah mais ça c'est un medley, non je veux tous les corners, oh je les trouverai jamais, bon, bref. Mais oui.
Ça c'est que pour les Phoenix Wright. Non mais c'est celui-là qu'on vient de faire. Ah non. Attends quoi? Ah mais celle-là c'est celui... Ah oui mais c'est Justice for All. Ah mais c'est Questioned alors que lui c'est Cornered. Ok d'accord. D'accord je capte. Ok. Bon bah s'il y a tout le temps Cornered alors moi je suis chaud. Je suis archi chaud. T'as la trilogie Ace Attorney avec Phoenix et ensuite t'as la trilogie Apollo Justice avec Apollo et Athena. Et pendant le premier jeu de la saga Apollo Justice, Phoenix c'est pas avocat. Donc il y a peut-être pas son thème. D'accord. Ah et c'est considéré comme son thème Cornered. Bah en tout cas, ouais. Cornered c'est vraiment... Quel morceau de fou furieux. Hein. Par la vengeance, il fait construire une fois riche un gigantesque méca afin de détruire Londres. Dans un élan contradictoire alors qu'il est sur le point de réaliser son plan, il envoie une lettre à la première personne qui a tenté de le consoler devant la mort de ses parents, le professeur Layton. Non. C'est son thème de victoire en tout cas. Oh, ok. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Les trois personnages sont des enfants concrètement ou figurativement, qui ont grandi ou sont forcés de grandir trop vite, à cause de la mort, de la perte, de l'irréversible. Des personnages pas assez armés pour affronter ce que c'est de grandir, de gérer le changement, de gérer la finitude. Parce que la mort omniprésente dans chaque intrigue de Layton, elle représente l'idée même du changement, le fait que ce qui est ne sera pas toujours, et ne sera jamais ce qui a été. La transmission, le déni et la vengeance, des solutions différentes que Luke doit observer pour en tirer son propre chemin, guidé par un Layton qui sert de petite roue, toujours en contrôle de la situation et avec des bons conseils. Quand ce n'est pas la logique ou la solution des puzzles que Layton apprend, c'est dans l'attitude même de Layton, dans la patience, la compréhension, le contrôle de ses émotions que Luke trouve de l'enseignement. Layton, il est ce gentleman toujours calme, un gentleman qui ne retire jamais son chapeau, même quand un flic l'insulte. Sauf qu'un jour, la ceinture de sécurité, elle résiste pas au crash, même si elle est censée le faire. Layton, c'est des bons jeux. C'est des jeux efficaces, réputés, charmants, enfin voilà, c'est des jeux sympas. Ouais. Mais s'il y a bien un moment qui va élever la série à un statut iconique pour ceux qui ont joué, c'est la fin du 3. À tel point que je pense que le 3 est à mes yeux surévalué. Perso, je trouve le 2 mieux, mais la fin du 3 est tellement le pic de la licence, tellement le 11 septembre du gaming, que le 3 reste le sommet de la licence pour beaucoup. D'accord. Prendre vraiment la tech de Layton, de faut pas pleurer si t'es un vrai gentleman, égale mascu toxique. Oui, très réel par contre ça. Très réel. Et d'ailleurs, il me fait beaucoup penser à... tout ce truc de gentleman, c'est beaucoup dans Kingsman. Il me fait beaucoup penser au... Je sais plus qui c'est dans Kingsman. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'ils ont des noms de chevaliers de la table ronde, mais je sais plus. Celui qui s'occupe de Eggsy là. Et ça me fait beaucoup penser à ça. La fin du 3 est éclatée en termes scénaristiques, mais développe un peu le perso de Layton qui devient un peu plus un être humain. Ok. Malgré ses gros problèmes de rythme et d'écriture, Un des points très importants de l'histoire du Destin Perdu, c'est que Layton doit partir pour les États-Unis à la fin de l'histoire, et que ses aventures avec le professeur Layton seront bientôt terminées. À la base, merde. la série a toujours été pensée pour être une trilogie, et jusqu'à l'annonce récente du prochain épisode sur Switch, le Destin Perdu restait le point le plus récent de la timeline concernant l'histoire de Luke et Layton en tout cas. les 4, 5, 6, ce sont des préquels, et le reste, l'ignorance est volontaire. Je crois on apprend que Layton a plein d'enfants adoptifs, le mec peut juste pas s'arrêter. Luke. La véritable énigme, c'est bel et bien de comment être un bon père. Même si la réalité capitaliste du monde fait que nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses, mettre en place une fin à la trilogie et à la licence elle-même au moins sur papier. C'est pour ça qu'ils font des préquels. Ah oui, c'est pour éviter comment? D'aller après ce point quoi en gros. Fait que le 3 apporte un point final aux thématiques de la licence jusque-là. Chaque élément du 3 est plus ou moins lié directement aux personnages principaux et en fait un jeu véritablement centré sur eux, là où ils avaient plus une place de témoin des événements avant. Et ce au moment où tout Mais est pourquoi sur le point de changer pour eux. Le lieu inconnu est une Londres alternée, donc déjà plus proche du quotidien. Le fait que j'avais déjà fait un truc pour les émotes et que j'en ai refait un derrière en oubliant, vraiment ça me tabasse. Il pouvait pas faire que Layton ait des vrais enfants, c'est pas gentleman de se reproduire le sexe. Aïe aïe Tous aïe. les personnages importants ont un lien plus ou moins direct avec lui et pour lui. Pourtant, ouais, oui. Mais en même temps, je pense que c'est aussi l'idée que c'est censé être un mec un peu, tu sais, solitaire ou je sais pas quoi, et du coup, il peut pas avoir de gosses parce que c'est pas super d'avoir des enfants et de te casser avec ton gosse en laissant la mère. Fort riddle. Identité pour réaliser son plan, ce qui ne veut pas rien dire thématiquement quoi. Dans son imitation de Luke, Clive agit presque comme si Luke n'avait pas changé, un moment où Luke doit justement... Mais d'ailleurs, la même avec Phoenix et les persos du jeu. Ah ouais?
Ah oui, parce que les persos sont un peu débiles et c'est tout le temps plus ou moins il est un peu en train de les daronner. Ils n'ont jamais de romantique intéresse ou de famille somehow. Ah, dans ce sens-là, ouais. Euh... Ouais, il y a quand même de temps en temps des petits soupçons, non? Non? Peut-être je me trompe. Mais il n'y en a pas beaucoup, oui. S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Quitter le professeur. Après, il c'est nous sûr montre que une Phoenix version en a pas, oui. attirante de toujours ce même assistant intelligent qui fait ses aventures avec le professeur et n'a toujours pas changé de costume. Mais elle cache un enfermement sur soi et une vision fausse et superficielle de ce qu'est le changement et le fait de grandir. Bref, elle montre qui est vraiment Clive et dans quel travers peut tomber Luke s'il suit sa vision du monde. Quand Luke annonce à Layton qu'il doit partir, ce dernier répond que s'ils sont de véritables amis, la nature de leur lien ne sera pas détruite par des choses comme le temps ou la distance. Que même si le changement arrive, il ne faut pas le prendre avec peur ou déni, mais bien l'accepter et avoir confiance en ce qui est déjà. La plupart des Phoenix a 40 ans, à la fin, il me semble, il a randomly une fille adoptive. T'as l'impression que les persos sont asexués, je sais pas si c'est un bail Jap. Ouais. Bah, en vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit un bail Jap, parce que c'est vrai que. Bah, dans quasi tous leurs jeux, ils abordent jamais la question de la sexualité, en fait. Je pense que c'est un gros tabou japonais et que du coup, ils en parlent vraiment jamais. Et que du coup, même le fait de évoquer le simple fait que t'aies pu avoir un maximum de sexe avec des gens. Ça, peut-être ça cringe la moitié des Japonais déjà. Layton qui a cette con avec Luke, un enfant de 10 ans, by the way. Ne t'en fais pas, Luke. Tu peux y aller, ça n'est pas ça le changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. intrigues du 3 tournent autour d'une expérience sur une machine à explorer le temps qui a été faite il y a environ une dizaine d'années. Cette expérience a été réalisée par Dimitri, le second antagoniste du jeu, sans avoir été assez préparé. Et ça à cause de ce mec, le premier ministre actuel, qui a poussé pour que l'expérience se fasse vite pour en récolter les fruits politiques. La machine explose et tue les parents de Clive qui habitaient dans l'appartement d'à côté. Mais le sujet de l'expérience, c'était Claire. Claire était une chercheuse brillante et avait le malheur d'être la seule meuf entourée de gros geeks fans de science ou d'énigmes parce qu'elle était très désirée. Elle a le palmarès d'avoir 3 sur 4 des persos masculins adultes importants de l'intrigue sur elle. Le seul qui y échappe, c'est le Premier ministre, probablement la soif du pouvoir qui est sa vraie femme. Claire avait fait son choix amour secret pour le professeur Herschel Layton qu'elle côtoyait à l'université et avec qui elle se confesse et il répond comme on s'attend pour un mec qui ne pense qu'à la logique et les carnets de vacances. Ils avaient même commencé à vivre ensemble et c'est elle qui lui a offert son iconique chapeau. Il y avait effectivement peut-être une intervention à faire et je sais de quoi je parle. Claire travaillait avec ce mec qui s'appelle Dimitri et le futur Premier ministre sur cette fameuse machine à explorer le temps et s'est porté volontaire comme sujet de l'expérience qui a fini par la tuer. Sa mort a à la fois provoqué la vengeance de Dimitri et son obsession pour refaire fonctionner la machine pour peut-être la sauver et la vengeance de Clive dirigée vers juste tout le monde. Cette histoire, on l'apprend par le biais de flashbacks tout au long du jeu qui se déclenchent quand le professeur Layton croise Claire dans Londres du futur parce qu'effectivement, Claire est là. L'expérience de Dimitri d'il y a une dizaine d'années a bien marché, et Claire a effectivement été envoyée dans le futur, à l'instant où l'histoire du destin perdu se déroule, après sa propre mort. Au début, ils ne font que se croiser furtivement, mais elle finit par nous aider dans le dernier acte en se faisant passer pour la sœur jumelle de Claire dont elle n'aurait suspicieusement jamais parlé. Mensonge que Layton gobe comme un énorme poisson, probablement pour se raccrocher à n'importe quel moyen de rationaliser tout ça. Mais une fois Clive stoppé, une fois la destruction de Londres évitée, Claire avoue au professeur que c'était bien elle, et que si la machine à voyager dans le temps a marché, son effet n'est bien que temporaire, et que d'un moment à l'autre, elle sera rappelée à son présent, où le laboratoire est sur le point d'exploser, à l'exact moment de sa mort. Aïe. La figure d'une Résumé comme ça, c'est encore pire MDR. Moi, ça me choque pas. Ou alors, il y a un truc, je pense qu'il y a un truc qui m'échappe, mais ça m'a pas choqué. J'étais pas en mode, ouah, la fin, elle est bizarre. Genre, je suis pas particulièrement choqué, mais bah, à part le raccourci en mode, elle aurait une sœur jumelle, à la limite. Gentleman dans Layton est associé à l'intelligence, mais cette intelligence est définie par le fait de savoir trouver des solutions. La logique est l'arme la plus efficace dans Layton, qui découvre les mystères, qui déjoue les plans des antagonistes, qui tout simplement permet d'avancer dans le jeu en trouvant la solution de chaque énigme proposée. Le jeu se présente en tant que jeu éducatif et retransmet ça en bloquant l'avancée du jeu par des exercices de logique et par un personnage dont toute la puissance vient de son intelligence rationnelle. Et en même temps, il est rare que les aspects narratifs et ludiques du neuf soient autant considérés séparés. La famoso dissonance ludonarrative, c'est relativement valide pour les Layton. Déjà parce que même si les jeux essayent, il reste que les énigmes sortent quand même souvent de nulle part. Et pour apprécier un jeu Layton, il faut de base faire l'effort de suspension crédulité de mes couilles pour accepter ce principe de gameplay. Globalement, une énigme coupe l'histoire, existe dans son petit monde et une fois résolue, part dans les méandres des souvenirs ou schémas. Après, les énigmes de Layton, différentes logiques parce que c'est mostly des trucs foireux et piégeux. Ouais, c'est ce qu'il avait dit au début, que ça, souvent c'était l'énoncé qui cachait des choses ou ce genre de trucs. Et que ça se retrouvait aussi dans l'histoire. C'est vrai, dans le 1, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ouais. Mais du coup, c'est pas vrai dans le 2 et le 3, tu dirais? Parce que c'est vrai que sur le 1, ouais, bah, comme un cheveu sur la soupe, et surtout, c'est vrai que souvent elle faisait pas sens avec l'environnement, quoi. Mais
Dans les suivantes, dans les suivantes, elles sont mieux amenées, ok. Et mieux intégrées à l'histoire. Mystère, sans vraiment même faire semblant que c'était deux phases de gameplay particulièrement liées. Cependant, en rythmant notre progression, Level 5 fait en sorte de nous imprégner une seule idée. Toute énigme a une solution. Et trouver une solution, ça ressemble à ça. Se poser, prendre le problème à part, sortir ses notes et envisager la solution logiquement. Un gentleman, par son attitude, par Genre tu veux récupérer un item et l'énigme ça va être débloqué avec des cordes, etc. par exemple. D'accord, ok. son écoute, par son contrôle, par sa logique, trouve des solutions. Mais à chaque climax, le joueur, Luke, sont fait face à des personnages dont les problèmes n'ont pas de solution. Et parfois, n'ont pas de logique. Et c'est en ne testant le joueur que sur sa capacité de raisonner, que sur sa capacité à résoudre des problèmes logiquement, que les climax paraissent encore plus surprenants. Les scénarios, les twists de Layton, les décisions et les personnages ne sont pas logiques. Ils ont en eux une part de fantastique qui certes s'éloigne un peu du Sherlock Holmes, mais exprime une idée simple. Tout n'est pas logique. Tout réfléchi et intelligent qu'il est, Layton est face à son plus grand amour, décédé sans avoir pu lui dire au revoir, qu'il vient de côtoyer pendant des heures sans avoir réalisé que c'était elle, et qui alors qu'elle vient de lui révéler qu'elle était là, qu'il la revoyait pour la première fois depuis des années, elle doit partir. Il doit revivre, revoir, réaccepter que quelqu'un avec qui il n'a pas pu vivre tout ce qu'il aurait voulu vivre va mourir à nouveau, et qu'il ne peut rien faire pour empêcher cela. Claire, attends! Il refuse. Bah, Il ne peut pas l'accepter. normal. Il ne peut pas accepter ce changement, cette logique. Ne pars pas! Normal. Je ne veux pas te perdre à nouveau! Non, Claire, je ne peux pas! Il pleure, il refuse, il nie, se sachant impuissant, mais quand même, pendant un seul et unique instant, juste dans ce refus, lui et le baron, lui et Vladimir, et surtout lui et Clive, sont les mêmes. Ils ont essayé de refuser le changement. Toute énigme n'a pas de solution, à part peut-être pleurer et accepter. Et c'est peut-être la plus forte des leçons que Layton a pu montrer à Luke. Que J'avoue, c'était juste free. Elle aurait pu partir avec son secret dans la tombe au lieu de révéler quelques secondes avant de mourir. By the way, c'était moi. Oui! Oui, d'accord, mais bon. Est-ce que partir, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre de partir avec un mensonge dans la tombe, je sais pas. Le problème, c'est que. Bon, le problème, c'est la mort, quoi. C'est que bon. Mais ouais. Oh non, Layton le gentleman a exprimé une émotion une fois dans toute la série. T'as vu, ils se sont embrassés, il y a eu bisous. Attention. Level 5 a bien mis présent dans la scène. La réponse est dans la remise en question de l'énoncé. Un jeu d'énigmes et de logique qui parle d'émotion et de tragique, un mystère où la clé scénaristique est un élément fantastique, une figure paternelle qui pleure, un professeur qui a tort, un gentleman qui retire son chapeau. En détruisant un peu l'image parfaite du modèle de Layton, en le poussant symboliquement hors de son piédestal, ils font parallèlement grandir Luke, qui devait s'affranchir de cette vision avant de commencer son propre chemin. En quittant le professeur dans l'épilogue, dans leur au revoir, Luke connaît un peu moins Layton en tant que professeur, mais beaucoup plus en tant qu'ami. Sûrement assez pour que leur amitié persiste, malgré la distance et le temps. Et tout ça dans des petits jeux éducatifs avec des scénarios alambiqués, des twists un petit peu nuls, pédophile, Luke, ça me rappelle une énigme. C'était Arcade qui vous parlait. C'est stylé, hein? C'est stylé. En vrai, l'analyse est propre, hein. Encore un banger de Arcade. Merci à lui.